Votre organisation? Eh bien, la CFDT aujourd'hui, c'est plus de 800 000 adhérents, ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres pays européens, mais ce qui est pas mal en France, puisqu'on est le premier syndicat français aujourd'hui en nombre d'adhérents. Donc c'est un encouragement pour faire mieux, parce que je pense qu'un syndicat doit faire plus que 800 000 adhérents pour véritablement assumer les responsabilités qui doivent être les siennes. Et tout ça, c'est bien organisé? Vous avez des régions, des départements? Des régions, des structures organisées dans chacune des régions, des fédérations qui rassemblent donc des syndicats sur la base davantage professionnelle. Et ce sont les deux structures de base de la Confédération pour garder toujours un bon équilibre entre la logique professionnelle et la logique interprofessionnelle. Et vos troupes vous obéissent comme il faut? Oh là là, je ne leur demande surtout pas d'obéir, mais de participer activement aux orientations que nous définissons, à la manière que nous avons de voir et de faire du syndicalisme. Nous sommes très attachés à un concept à la CFDT, ce sont les pratiques participatives. Bien, ça nous semble d'ailleurs constitutif d'une forme de démocratie sociale qui me semble avoir bien besoin de se revitaliser. Un mot sur votre parcours. Vous êtes né dans la Marne, d'une famille de paysans. Votre père était ouvrier à la CGT, avant de rejoindre votre mère qui était à la ferme. Mais je crois que votre père a ensuite quitté la CGT. Bah oui, parce que pour devenir paysan, c'était pas tout à fait l'organisation qui convenait. Alors la ferme, culture, élevage, vente de beurre au village, complicité avec votre grand-mère. Vous avez une sœur et deux frères, c'est vous l'aîné. Vous retrouvez d'ailleurs vos frères, souvent vos frères et sœurs, même s'ils n'avaient pas forcément les mêmes idées politiques. Dites-vous dans un ouvrage. C'est ce qui fait la richesse de la famille. Autre paradoxe, vous êtes de la Marne, mais vous êtes aussi un peu Lorraine. Vous avez fait Mathelem, mais vous étiez plutôt intéressé par la philo. Vous étiez de la campagne, mais vous préférez la vie urbaine. Et à Bar-le-Duc, dites-vous, vous étiez chrétienne au milieu des laïcs et laïque au milieu des chrétiens. C'est pas faux. Après l'école normale à Nancy, vous choisissez de travailler avec ou pour des enfants inadaptés. D'ailleurs, dans la vie, vous êtes attiré par des comportements qui sortent de la norme. Et vous dites que les gens à problème sont d'une richesse folle. C'est là aussi que vous découvrez le travail d'équipe. Vous avez ensuite une promotion très rapide dans le domaine du syndicalisme enseignant d'abord au SGEN. Vous êtes responsable de la Meuse, puis de la région, puis du Conseil fédéral. Et on retrouve le même schéma à la CFDT quelques années après. Vous êtes très vite à la région, à la commission exécutive. Vous êtes secrétaire national de la section éducation, puis secrétaire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Vous êtes souvent la plus jeune et quasiment presque toujours la seule femme. Heureusement, il y a un jour où ça s'arrête dans les deux cas. On parlera d'ailleurs peut-être du rôle de la femme à ce poste avec Stéphane tout à l'heure. Vous avez vécu les événements de Lorraine, notamment la crise de la sidérurgie, les tensions entre la CGT et la CFDT. Et à ce sujet, j'ai envie de citer une phrase que j'ai vue. Vous parlez de cette époque qui était certainement très difficile. C'est à ce moment-là, dites-vous, que j'ai compris l'éthique de la responsabilité, le refus de la démagogie et de la facilité. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris l'importance de la qualité des hommes et des femmes. Comprendre la souffrance des gens, ce n'est pas de la démagogie. C'est les respecter dans ce qu'ils ressentent, dans ce à quoi ils aspirent, tout en essayant de les tirer vers quelque chose qui peut dépasser cette situation de souffrance. C'était à l'époque leur dire, il faut créer l'avenir que l'on veut pour la Lorraine de demain. Aujourd'hui, on pourrait remplacer le mot Lorraine par le mot France. Oui, je crois que la France est moins sinistrée que la Lorraine ne se sentait sinistrée à l'époque de la crise de la sidérurgie quand même. Bien, alors dialogue avec Stéphane Courgeon pendant une toute petite heure, on va dire 3/4 d'heure, ensuite questions-réponses avec la salle, puis le sénateur du Loir conclura tout à l'heure. Merci. Alors il y a évidemment beaucoup de sujets à aborder avec vous et on reviendra surtout sur les relations des syndicats et notamment de la CFDT avec l'État, avec aussi vous-même les autres syndicats, qui sont la CGT et FO notamment, et puis le MEDEF. On a envie de vous entendre aussi sur ce sujet, mais d'abord, mais je pense que la question va nous amener petit à petit sur ces différents thèmes.
On va revenir sur le sujet qui est le plus récent dans l'actualité, à savoir la convention UNEDIC et sa signature, en tout cas son agrément par le gouvernement. Je voudrais d'abord qu'on y revienne sur son contenu avant de parler des discussions qui l'ont amené. Qu'est-ce qui a changé finalement, parce que le public ne l'a pas forcément très bien compris, entre le 14 juin, la signature du premier accord, et, qui a été refusé par le gouvernement, et celui qui a été accepté il y a un mois maintenant? Ce qui a changé fondamentalement, c'est la position du gouvernement. D'accord. Parce que pour le contenu de l'accord et de la convention, ce qui était au démarrage, c'était quoi au démarrage? C'était la grande idée de cet accord, et qui est la grande idée de la convention qui est sur le point d'être agréée, c'est que, en plus d'indemniser les chômeurs, ce qui est bien évidemment une responsabilité pleine et entière et principale de l'assurance chômage, il y avait peut-être, surtout d'ailleurs dans ce contexte de croissance renouvelée et d'offres d'emploi qui étaient plus importantes que par le passé, à créer les conditions d'un bon retour à l'emploi le plus rapide possible, le meilleur possible pour tous les demandeurs d'emploi. C'était donc l'idée qu'en venant à l'assurance chômage, les demandeurs d'emploi trouvaient à la fois une indemnisation, une allocation, mais aussi un plan d'aide de retour à l'emploi pour que ceux qui se sentaient un horizon un peu bouché dans leur recherche d'emploi, ceux qui pouvaient éprouver le moyen peut-être de se réorienter, ceux qui avaient à cet effet besoin d'une formation, besoin d'aide tout simplement pour définir leur projet professionnel, trouvent ce dont ils avaient besoin pour aller plus vite et mieux vers l'emploi. Ça, c'est l'idée d'origine, et c'est l'idée qui se trouve dans la convention actuelle. Donc la philosophie n'a pas changé. Donc la philosophie n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est deux choses. D'abord, nous avons diminué le niveau de la baisse des cotisations pour pouvoir faire un chèque à l'État qui, comme vous le savez, dans les moments où le régime a été en grosse difficulté, a contribué à remettre le régime à flot. Donc il n'était pas illégitime que l'État, à ce moment-là, se rappelle à notre bon souvenir en disant « vous, maintenant, ça va mieux, il y a des excédents, donc renvoyez-nous un peu l'appareil », ce que nous avons fait. Et puis, nous nous sommes efforcés tout simplement d'écrire les termes de cette nouvelle convention le plus possible dans le cadre des dispositions légales actuelles pour éviter des débats parlementaires qui auraient peut-être été difficiles, houleux, polémiques. Et à partir du moment où cet exercice était tout à fait possible, sans changer le cœur et la philosophie du dispositif, nous y sommes pliés de bon gré. Ce qui n'a pas forcément été compris, c'est peut-être qu'il manquait peut-être un mot dans ce part, c'était le mot personnalisé. Parce que c'est un plan d'aide au retour à l'emploi, mais pas le même pour tout le monde forcément. Il est après personnalisé en fonction de chacun, de chaque demandeur d'emploi. Oui, ça c'est au contraire, vous savez, on invente toujours beaucoup de vocabulaire dans les négociations. Donc nous avons inventé le PAR, qui est le plan d'aide au retour à l'emploi. Et le PAR se traduit pour chacun par un PAP. On est dans un lieu qui ne fait pas de confusion. C'est un plan d'aide personnalisé. Donc c'est la traduction concrète pour chacun d'un plan sur mesure adapté à ses besoins. Alors ce qui vous a franchement agacé, on l'a senti dans les discussions, c'est qu'on entend dire que c'était cet accord une machine à exclure les chômeurs d'indemnisation et puis une machine à les déqualifier. C'est vraiment là-dessus que ça vous a énervé? Ça m'a beaucoup énervé, comme ça a énervé beaucoup de monde dans la CFDT, parce que c'était tout simplement une contre-vérité. Et autant nous nous prêtons facilement, en tout cas c'est la loi du genre, à des débats sur des positions qui peuvent ne pas être communes pour tout le monde, mais dès lors qu'on ne falsifie pas la réalité et les faits. Donc ça a été, oui, un point qui a été très difficile à vivre, d'ailleurs. Même pour vous, parce que ça crée une confusion au sein de votre mouvement. Au sein de la CFDT, dès lors que les gens avaient entre les mains la réalité de l'accord, ils se sont très vite aperçus que tout ça correspondait bien évidemment à la philosophie qui était la nôtre et que ce qu'on entendait à l'extérieur n'avait pas grand-chose à voir avec cette réalité. Mais enfin, c'est effectivement sur le plan de l'éthique de la responsabilité quelque chose qui ne me semble pas très recommandable. Lorsque vous avez menacé de quitter l'UNEDIC, est-ce que c'était un coup de bluff, parce que ça fait aussi partie peut-être de la négociation entre partenaires sociaux, ou est-ce que c'était véritablement un sérieux avertissement? Vous étiez prête à aller au bout?
Non, jamais nous n'aurions imaginé à la CFDT faire la chaise vide dans une institution où se joue l'avenir des chômeurs. Nous sommes là pour les défendre, assurer les réponses à leurs besoins, et donc ce n'est pas en faisant la chaise vide qu'on remplit notre mission. Simplement, au moment où le gouvernement a dit son refus d'agrément à la Convention, il y avait d'abord un vrai risque que la partie patronale décide, elle, tout simplement, de claquer la porte. Et nous avons tout simplement voulu marquer à cette occasion que nous ne considérions pas que l'affaire était close, que suspendre notre participation, ça veut dire ce que ça veut dire en attendant d'y revenir. Et en attendant d'y revenir, nous attendions, ce que finalement nous avons réussi à faire, que les choses évoluent côté gouvernemental. Est-ce que vous avez eu peur à un moment que ça se termine par un décret pour répondre le gouvernement? Peur. Qui ne correspond pas véritablement à votre vision des choses. Il faut bien se dire qu'à certains moments, le décret était une sortie possible. Bon. Simplement, je pense que le gouvernement a mesuré que le décret avait peut-être des conséquences lourdes sur l'avenir du paritarisme, sur l'obligation dans laquelle il aurait été de nationaliser l'assurance chômage, de le gérer en direct. Bon, je ne crois pas que le gouvernement avait fait un tel choix, même si les décisions qu'il avait prises pouvaient conduire à terme, si la logique avait continué, à cela. C'est vrai que je disais c'est le contraire de la division des choses, parce que vous dites, et je reprends vos mots, le contrat entre les partenaires sociaux doit primer sur la loi. Non, je crois que je ne dis pas ça en ce qui me concerne. Il ne s'agit pas que le contrat prime sur la loi, parce qu'alors ça, nous tenons à l'état de droit, nous tenons aux règles de à notre Constitution, et nous tenons à ce que, au total, au bout du bout, l'intérêt général soit bien de la responsabilité du législateur. Par contre, ce que nous disons, c'est que nous sommes dans un pays où la loi a pris beaucoup de place dans l'organisation du droit du travail, dans la définition du droit du travail, dans l'organisation des relations du travail, que cela d'ailleurs ne conduit pas à une situation française qui soit faible. Enfin, je veux dire, on peut être fier d'une certaine manière de notre réalité en termes de droit social, mais je crois que nous en mesurons tout simplement aujourd'hui les limites. C'est-à-dire qu'un certain nombre de lois, de bonnes lois, dans la philosophie et dans les objectifs qu'elles poursuivent, on voit bien, on en mesure aujourd'hui les limites quand on fait le bilan et l'évaluation de leur application dans les faits. Les 35 heures, par exemple. Oui, enfin, je pense que les 35 heures ne seront sans doute pas la loi qui aura le moins entraîné son application. Mais des lois, par exemple, je pense à des lois qui ont fondé l'obligation de négocier dans les entreprises en 82, des lois auxquelles on a d'ailleurs beaucoup, pour ce qui nous concerne, participé, sans regret. Nous voyons bien aujourd'hui que l'obligation de négocier, alors que c'est une obligation qui existe pour les entreprises de plus de 50 salariés, est une réalité seulement pour un salarié sur 5. Donc, oui, elle a eu un effet d'entraînement, un effet dans un certain nombre d'entreprises, mais ça n'a pas eu l'effet d'entraînement, de généralisation escompté. Ce qui veut tout simplement dire à un moment donné que, faute de mise en mouvement des acteurs directement concernés par les objectifs qui sont poursuivis, faute de compromis ou d'équilibres qui sont recherchés entre les parties prenantes et qui, par définition, vont sans doute être mieux adaptées puisqu'elles auront été construites par les parties prenantes et du même coup mieux acceptées par elles puisque nous aurons été des deux côtés de la table parties prenantes à cette définition, on peut penser que c'est une voie plus efficace que la voie du seul recours à la loi. Donc c'est davantage de complémentarité que nous recherchons et peut-être tout simplement mieux définir les espaces
d'autorité, de responsabilité des uns et des autres. Mais une négociation ne doit pas démarrer avec cette idée-là en tête, cette idée de décret ou de loi à fixer, où on peut d'abord essayer de s'entendre entre partenaires sociaux. Mais d'ailleurs, l'histoire contractuelle française est faite de négociations qui ont amené le législateur à faire évoluer la loi. Car si nous entrons en négociation avec le patronat, c'est quand même avec l'idée d'aller plus loin que ce qui existe déjà. Donc, évoluer, innover, ça suppose de ne pas s'en tenir par définition au cadre déjà existant, même législatif. Donc ça, je pense que c'est un débat dont j'espère on sortira par le haut. Il ne s'agit pas de considérer que les négociateurs ne peuvent jamais faire des propositions qui sont de nature à faire évoluer la loi. Au contraire, je pense que le législateur a au contraire tout intérêt à s'appuyer pour ses propres évolutions législatives qui concernent en tout cas le social et le travail sur des accords qui auront été bien pesés, bien équilibrés, bien construits entre les parties prenantes. Est-ce que le principal reproche que vous feriez à Martine Aubry dans la discussion sur la Convention UNEDIC, c'est finalement d'avoir jamais cru, même dès le départ, à l'implication décisive des syndicats sur ce dossier? C'était déjà joué dans sa tête presque, non? Oui, enfin c'est très paradoxal parce que s'il y a quelqu'un qui sait que sur l'assurance chômage en particulier, la légitimité des partenaires sociaux et donc des syndicats est inscrite depuis la création de l'assurance chômage en 1958, c'est quand même elle. Ah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Et donc ça a été un paradoxe. Je pense que l'attitude qu'a eue le gouvernement est davantage liée d'ailleurs au contexte dans lequel cette négociation a démarré, ce fameux contexte de la refondation sociale qui a créé beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sur son sens et ses motivations profondes et qui ont en partie pollué le débat sur l'assurance chômage. La refondation sociale, puisque vous abordez le mot, la définition pour vous c'est quoi? C'est d'essayer de mettre en harmonie la performance économique et la performance sociale? C'est cela, c'est faire en sorte justement dans le registre de la vie contractuelle qui est de la responsabilité des acteurs économiques et sociaux, les représentants des entreprises d'un côté et les représentants des salariés de l'autre, puissent parvenir à assumer le plus complètement possible les responsabilités qui doivent être les leurs pour garantir quoi? Pour garantir ce qui, bien évidemment, est bon et nécessaire à la vie de l'entreprise. Nous sommes des syndicalistes, mais nous savons que les salariés ont besoin d'entreprises qui fonctionnent, qui soient performantes, qui se développent. Mais en même temps que l'optimisation de ce développement de l'entreprise et de l'économie ne se fasse pas sans prendre aussi en considération l'optimisation sociale. Donc cet équilibre dont on sait qu'il ne se fait pas magiquement, il ne se fait pas spontanément, il faut le vouloir, il faut le construire, eh bien c'est le rôle de la négociation justement que de construire ces équilibres. Donc voilà, la refondation sociale, c'est finalement affirmer le rôle des partenaires sociaux dans cet exercice qui est un exercice qui a bien besoin d'être revitalisé et amplifié en France. Cette vision des choses par Martine Aubry dont je parlais un instant, c'est cette vision qui est un peu le reflet de ce que vous critiquez beaucoup en ce moment, c'est-à-dire d'un État qui est de plus en plus et très interventionniste. Oui, Comment mais vous l'expliquez, ça? À la limite, je ne serais pas... Enfin, nous ne serions pas contre ou en désaccord avec un État interventionniste dès lors qu'il serait efficace. Le problème, c'est moins la question de l'interventionnisme de l'État que de s'interroger sur l'efficacité de cette action de l'État. Et à l'évidence, aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent aux modifications de l'environnement politique, à la mondialisation, à la réalité de l'Europe, à la réalité de la décentralisation, aux besoins d'une démocratie sociale à l'intérieur de chaque pays, eh bien, tout cela fait que le périmètre de l'intervention de l'État doit évoluer, il doit pouvoir jouer au niveau mondial, il doit pouvoir jouer au niveau européen, ça ne veut pas dire qu'il ne joue plus bien sûr au niveau national. Donc il évolue dans son périmètre, mais il évolue aussi dans sa nature. Et aujourd'hui, enfin, écoutez, c'est une évidence que de dire, que de reconnaître, puisque c'est la réalité, que les diversités économiques, enfin les réalités économiques, les réalités professionnelles, les réalités sociales sont très diverses.
d'un secteur à l'autre, peut-être même d'un territoire à l'autre, peut-être même d'un département à l'autre, et que, à vouloir appliquer une règle homogène, une règle uniforme à toutes ces réalités diverses, c'est à tout coup prendre le risque que la règle ne soit pas acceptée. Donc, il ne faut pas se leurrer. Si nous voulons plus de contrats par rapport à la loi, c'est pour que moins de salariés échappent à la protection, à la convention et à la garantie collective. Alors, c'est vrai que dans cette affaire, il y a quelque chose de paradoxal parce que le patronat français a été sur ce registre-là au cours des moments, en fonction de ses responsables, pas toujours sur une ligne qui consistait à penser que la négociation, le dialogue avec les représentants des salariés était quelque chose qui finalement était utile pour l'entreprise. Pendant très longtemps, je pense que ça existe encore. Beaucoup d'entreprises considèrent le syndicalisme ou le syndicalisme dans son entreprise comme un mal nécessaire ou comme un mal tout court. Quand c'est un mal nécessaire, on a commencé à mettre un pied, ça devient bon. Mais ce n'est pas encore considéré et compris finalement comme un élément de bon développement et d'investissement pour l'entreprise elle-même. Alors cela tient peut-être à l'histoire syndicale française, cela tient peut-être à une conception du syndicalisme qui mettait davantage l'accent sur l'affrontement et le conflit que sur la négociation et le contrat. Mais les temps changent, les syndicalistes aussi, donc je pense que les patrons changeront aussi. Mais ça, c'est la vision des chefs d'entreprise dont vous parlez. Et celle de l'État, est-ce qu'ils ne considèrent pas un peu que vous êtes finalement soit des alliés, comme c'était le cas dans les 35 heures, ou bien finalement des obstacles et des adversaires dans le cas de la Convention UNEDIC ? Oui, je pense que l'État, enfin quand on dit l'État, oui, ce sont ceux qui ont la responsabilité d'assurer les affaires de l'État, donc le gouvernement. Alors on a de l'expérience puisque les questions sociales ont été énormément au centre de l'activité politique, donc ceci bien évidemment s'oriente vers le gouvernement actuel. Mais je crois qu'on aurait tort de penser que ce n'est qu'une question qui s'adresse à l'actuel gouvernement. Je crois que la France n'a pas été gouvernée par la gauche à ce point pour que le Code du travail et l'intervention de la loi soient seulement le fait d'un excès de la gauche. Je crois que c'est une réalité très française, c'est une réalité qui traverse la culture politique française dans son ensemble, sans doute toutes tendances confondues. Et que donc la question de cette réflexion a mené à conduire sur à quelles conditions aujourd'hui les détenteurs de l'appareil d'État sont-ils dans l'exercice de leurs responsabilités avec une efficacité évidente de cette responsabilité. Je crois que cette question est posée. La question de savoir si le rôle, la place des partenaires sociaux est quelque chose qui est constitutive de notre efficacité économique et sociale est une question qui se pose à tous les partis. Et que donc, sans doute, ce que l'on vient de vivre a-t-il au moins ce résultat, c'est de faire apparaître de manière sans doute beaucoup plus forte et beaucoup plus visible cette question à laquelle on ne peut plus échapper en France. Donc ça, c'est encourageant, la décision qu'a prise Lionel Jospin sur la Convention UNEDIC pour vous. D'une certaine manière, à toute chose, malheur est bon. Ouais. Est-ce que la cassure ne s'était pas produite finalement il y a 3 ans lorsque Jean Gandois avait été contraint de démissionner en octobre 97 ? C'est évident, et vous savez combien nous sommes à la CFDT des gens qui avons été à l'origine de la réduction de la durée du travail, qui l'avons voulu, qui l'avons porté, mais qui avons aussi beaucoup souhaité, voulu que cette réduction de la durée du travail s'applique par la négociation, tout simplement là encore, parce que c'est du sur-mesure qu'il faut faire, parce qu'il faut que la manière dont on va l'appliquer dans une entreprise ne sera pas la même que dans une autre, parce qu'aussi les salariés n'ont pas les mêmes attentes et les mêmes demandes à l'égard de leur temps de travail et de leur temps libre, et que donc cette demande de négociation dans l'application de la durée du travail, nous l'avons très fortement appuyée, voulue, pour que la réduction de la durée du travail ne soit pas un flop, ou en tout cas une non-réalité dans les faits. Alors bien sûr, quand on met au centre d'un objectif comme ça, l'enjeu de la négociation, et que après une journée de consultation, vous avez une des parties prenantes à la négociation qui déclare forfait, c'est pas les conditions idéales. Alors,
aurait-on pu faire autrement? En tout cas, ça n'a pas été possible à l'instant T. Est-ce qu'il aurait été souhaitable de parvenir à un accord qui rassemble le plus possible les trois parties? Souhaitable, oui. Je reviens juste à tout à l'heure la vision de l'État, mais je crois que c'est la vision aussi de pas mal de gens. C'est un schéma très caricatural, mais qui dit l'État s'occupe de l'intérêt général et les syndicats se défendent toujours des intérêts très particuliers. C'est très caricatural, mais c'est l'idée. Non, c'est pas très caricatural. Je crois que c'est très répandu en France, l'idée que les détenteurs de l'intérêt général sont ceux qui sont élus, enfin, qui sont garants de la souveraineté du peuple, donc les élus. Et c'est comme si, c'est bizarre d'ailleurs, cette idée reçue, elle a quelque chose de juste. Bien sûr que les élus sont détenteurs de l'intérêt général et ont même la mission et la responsabilité de le définir et de le penser, cet intérêt général. Je dirais, il n'est pas comme ça une notion éthérée qui, au motif que vous êtes élu, vous prenez une décision, c'est celle de l'intérêt général, mon œil. Hein, c'est-à-dire qu'il y a parfois l'intérêt général, ça correspond aussi parfois à des intérêts politiques particuliers. Il ne faut quand même pas le nier, sinon l'intérêt général serait le même, quels que soient les détenteurs de l'appareil d'État ou de nos collectivités territoriales. Donc, la notion d'intérêt général, c'est une notion vraiment très noble, c'est vraiment, je crois d'ailleurs, une notion qui fait le sel de la vie politique ou de toute fonction qui touche à la cause publique. Mais cet intérêt général, tout le monde n'a pas forcément la même idée, la même conception de l'intérêt général sur un sujet donné. Vous n'avez qu'à regarder les problèmes, je ne veux pas faire référence trop rapidement à l'actualité, mais la manière dont on traite un problème comme la vache folle, ces questions-là sont au cœur du sujet. On voit bien qu'il y a des tensions, on voit bien qu'il peut y avoir des visions différentes, et c'est bien normal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt général, ça se définit, ça se plaide, ce n'est pas gagné d'avance, ça ne s'impose pas en soi. Et puis ensuite, c'est qui participe de la construction de cet intérêt général? Eh bien, c'est là que nous disons que l'intérêt général peut aussi se construire par des acteurs de la société civile qui ont comme vocation autre chose que de mettre en musique simplement des intérêts particuliers, mais qui travaillent à la construction d'intérêts collectifs. Et lorsque nous passons un compromis avec le patronat sur une question donnée, nous avons, oui, je dirais la prétention, mais c'est une prétention, c'est une conviction, de participer à un bout de construction de l'intérêt général. Un bout, mais au moins qu'on le reconnaisse. Vous disiez, avant de parler des relations avec les autres syndicats, que peut-être que Lionel Jospin, justement, en agréant cette convention inédite, avait peut-être donné le signe d'un changement. L'assurance chômage, c'était un dossier facile à côté de celui des retraites. Est-ce que, compte tenu du revirement du gouvernement donc sur le dossier inédit, la discussion sur la retraite pourrait être plus facile parce qu'il n'a pas montré pour l'instant beaucoup d'empressement sur le sujet? Non, au contraire, elle est encore plus compliquée. Parce que sur la question des retraites, vous savez il y a deux étages à la retraite. Il y a la retraite de base et la complémentaire. Et il y a la retraite complémentaire. La retraite de base, elle est de la responsabilité des pouvoirs publics et les retraites complémentaires de la responsabilité des partenaires sociaux. Mais vous voyez bien que pour tout un chacun, si on vous construit un système, un deuxième étage qui n'est pas bien en cohérence avec ce qu'il y a en dessous, vous allez vous demander ce qu'on est en train de faire et vous serez les premiers à juste titre, à considérer que ça ne va pas comme ça. Donc, il est souhaitable, là, justement, de bien articuler ce qui se fait sur le régime de base et ce qui se fait sur le complémentaire, tout simplement dans l'intérêt des salariés et des retraités. Alors, nous sommes devant cette situation où, pour le moment, les évolutions à conduire pour le régime de base ne sont pas engagées. Je pense qu'on va attendre que certaines échéances électorales soient passées. Je pense que ça viendra vite derrière, quelle que soit
quels que soient ceux qui arriveront là, je pense que ce sera un sujet qui sera vite traité dans la foulée, peut-être pas dans les meilleures conditions d'ailleurs, mais enfin, ça c'est autre chose. Et nous ne pouvons évidemment pas introduire des évolutions fortes dans les retraites complémentaires si elles n'ont pas démarré ou si elles ne sont pas engagées parallèlement sur le régime de base. Mais ce n'est pas non plus une raison pour laquelle nous devrions mettre le pied sur le frein ou pratiquer l'attentisme. On peut aussi prendre des dispositions dès maintenant qui éclairent ce que nous serons à même de faire, par exemple en 2003. Alors, on va parler des autres syndicats. Sur le dossier UNEDIC, évidemment, tout le monde n'a pas signé, ça on le sait, notamment CGT et FO. Quelles peuvent être les conséquences de cette division, du fait que tout le monde n'ait pas signé? Quelles traces ça va laisser dans les autres syndicats et puis peut-être aussi dans vos relations avec ces autres syndicats? Oui, il faut dire que le pluralisme syndical français est une chose, c'est une réalité, mais le niveau de la division actuelle, faut dire, c'est quelque chose qui est très préoccupant, parce que ça pourrait vite se transformer en émiettement, ça pourrait vite se transformer en contre-performance par rapport aux objectifs et aux ambitions qu'on poursuit. En même temps, une fois que j'ai dit ça, ça ne sert pas à grand-chose de nier la réalité et de partir de ce qui fait les vraies divergences, les vrais désaccords. C'est une chose que de les reconnaître, c'est quelque chose de pouvoir en discuter, en parler, c'en est une autre que de les antagoniser pour le plaisir, c'en est une autre que de les exacerber. Et donc, autant nous souhaitons que, quelles que soient les cicatrices laissées par la situation qu'on vient de vivre, d'ailleurs les cicatrices ne sont pas forcément très vives entre les organisations syndicales, même si ce n'est pas une période qui a été très agréable à vivre. À l'intérieur plutôt. Mais c'est plutôt la manière dont chacun a été confronté pour lui-même à cette situation un peu paradoxale. Mais donc, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir le plus possible discuter, même si on n'a pas spontanément les mêmes points de vue. En tout cas, je pense qu'il n'y a jamais de bonne raison de ne pas se parler. Il faut donc quand même, se parler et tenter d'aller au fond de ce qui fait nos différences, de ce qui fait, le cas échéant, nos divergences, pour peut-être essayer de voir où sont les voies, les points de convergence possibles, et de chercher à faire converger le plus possible ce qui est possible, plutôt que d'attiser les divisions. En tout cas, sur la CGT, avec la CGT, quasiment tout vous oppose, parce que lorsqu'il y a une décision ou une réforme qui est proposée par le patronat, il n'y a même pas de négociation, c'est de toute façon, on va la combattre, on ne négocie pas. Vous n'êtes pas vraiment dans cet état d'esprit. Tout nous oppose d'une certaine manière dans les faits, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut entendre la vraie volonté, en tout cas d'un certain nombre de dirigeants de la CGT, que de vouloir changer, que de vouloir davantage jouer un jeu constructif et ne pas seulement être en rejet, en opposition, tout simplement parce que je crois que la CGT mesure que pour exister, pour jouer un rôle, pour influencer vraiment les choses, il vaut mieux être engagé que de rester sur la touche. Si on veut marquer des buts pour son camp, il vaut mieux être sur le terrain que sur la touche. Je sais qu'on a quand même le sentiment que vous vous sentez un peu plus proche de ce que peut dire parfois Bernard Thibault, ou en tout cas certaines idées de la CGT, que de FO qui commence, c'est pas nouveau, à prendre des réflexes un peu trop anciens et pas tellement, qui collent pas tellement à la modernité. Là aussi, si vous voulez, c'est l'histoire de Force ouvrière est une histoire qui a placé cette organisation au centre du jeu contractuel, au centre de la responsabilité contractuelle. Et je veux dire, nous, il y a 20 ans, on n'avait pas la place que l'on tient aujourd'hui sur ce registre-là à la CFDT. Nous l'avons voulu, nous nous sommes fixés l'objectif d'avancer dans cette voie. Et nous y tenons aujourd'hui la place qui est la nôtre. Et, contre toute attente, alors que Force ouvrière occupait ce terrain quasi souvent seul, à un moment de l'histoire syndicale et sociale française,
C'est aujourd'hui Force ouvrière qui ne sait plus s'il veut occuper ce terrain, enfin, qui continue à dire vouloir l'occuper, mais qui de fait a un comportement qu'on connaissait plutôt chez la CGT hier que ce que l'on connaissait sur Force ouvrière. Alors ça, c'est les paradoxes, c'est les atypismes de la vie syndicale, mais ça ne facilite honnêtement pas les choses, parce qu'on n'est pas de trop à vouloir et à devoir tirer du côté de la vie contractuelle pour qu'elle soit productive. Au-delà des rapports entre les organisations elles-mêmes, il y a évidemment les rapports humains entre chacun des leaders des syndicats, qui comptent évidemment, j'imagine, beaucoup aussi. Je reprends un extrait de votre livre, Je voudrais vous dire, c'était en octobre 97, c'était une manifestation en faveur des fonctionnaires, vous savez où je veux en venir, et vous dites de Marc Blondel, vous avez été particulièrement agressé lors de cette manifestation, pour rappeler le contexte, c'était très virulent, vous aviez eu quelques sueurs froides, et vous dites: quant à Marc Blondel, qui n'a pas pu ignorer la présence parmi mes autres agresseurs de membres de FO, il a eu le réflexe courageux de l'homme qui aperçoit sur un trottoir une fille en train de se faire violer et passe son chemin en ricanant qu'elle avait la jupe un peu trop courte. Ça se passe de commentaires. Oui. Mais est-ce que ça joue quand même, ces relations humaines et cette perception que vous avez aussi des personnalités, que ce soit de Bernard Thibault ou de M. Blondel? Non, mais écoutez, la manière dont Marc Blondel a usé de propos, d'insultes, de caricatures à mon égard, ça finit par laisser des traces dans la capacité à entretenir des relations normales entre les gens. J'imagine que toute personne normalement constituée comprend ça. En même temps, on a des responsabilités, et ayant des responsabilités, en tout cas pour ma part, si demain je m'apercevais qu'il y a une possibilité d'améliorer les relations avec Force ouvrière, eh bien, je considérerais qu'il faut le faire et que ce ne serait pas ces contentieux qui m'empêcheraient d'organiser, de penser les relations avec Force ouvrière. Enfin, il ne faut pas réduire non plus les relations entre les leaders syndicaux à la situation et aux pratiques de Marc Blondel. Heureusement, il est quand même isolé sur la scène de ce point de vue-là. Vous dites qu'on a le sentiment général, enfin vous avez le sentiment en tout cas que les autres syndicats, et vous ne vous incluez pas dans ce constat, confondent souvent le compromis et puis la négociation avec la compromission. Oui, ça aussi, je crois que ça fait partie de la culture française. Un bout de notre histoire à la CFDT nous faisait largement participer de ça à un moment. Donc c'est pour ça qu'on comprend de ce dont il s'agit derrière tout ça. Oui, je pense que la culture, si vous voulez, de la lutte de classe, qui a beaucoup dominé l'histoire du syndicalisme français, a contribué à inscrire dans les esprits qu'il n'y avait pas, enfin que les intérêts des salariés, les intérêts de l'entreprise, sous-entendu d'ailleurs l'intérêt des patrons, étaient définitivement antagonistes et qu'il n'y avait pas de voie possible à réunir des conditions de compromis, d'équilibre entre les différents intérêts. Et comme cette culture a été très forte dans la vie sociale française, la négociation qui, par définition, est la mise en relation organisée des acteurs, les uns représentant l'entreprise, les autres les salariés, qui ont des intérêts différents dans la partie. Ça, c'est évident. C'est même la raison pour laquelle il faut organiser ces relations, la confrontation, et déboucher sur des résultats qui, le plus possible, doivent être équilibrés. L'idée même de négocier, c'est-à-dire d'être à côté des ennemis, à côté d'un adversaire, si vous voulez, c'est un peu la pratique de la guerre. On est vainqueur ou on est vaincu, mais on ne fait pas la paix, on ne fait pas de compromis possible. Cette culture-là a laissé des traces, laissant de la négociation l'image, oui, de davantage la compromission que l'exercice normal d'une fonction syndicale qui a pour but d'obtenir auprès de l'interlocuteur patronal des résultats par rapport aux revendications que nous portons. Alors, je pense que cela évolue, mais vous savez, cette réalité-là, quand on en parle dans les autres pays européens, ils nous regardent avec des gros yeux, parce que les pratiques syndicales dans les autres pays européens, de ce point de vue-là, la négociation fait vraiment partie intégrante de l'histoire des relations sociales et des pratiques réelles. Alors, je pense que ça évolue, pas encore suffisamment, mais je pense aussi que les règles du jeu de la négociation collective en France favorisent d'une certaine manière ceux qui
refusent de s'engager plutôt que ceux qui s'y engagent. C'est pour ça qu'il faut sans doute aussi changer ces règles du jeu pour que tout le monde et considère vraiment que, ben oui, il faut y aller, il faut s'engager. Alors, s'engager ne veut pas dire qu'on est dans tous les cas de figure dans un accord, parce qu'on l'apprécie en fonction de son résultat. Mais au moins, l'idée même et le principe que c'est ça, le rôle et la responsabilité du syndicat, il faut un peu inciter à la vertu, quoi. Je change de sujet, enfin on est toujours dans le syndicalisme, mais avant de parler des rapports avec le MEDEF, un mot sur la grève, qui est un des moyens d'expression des syndicats. On a le sentiment que c'est finalement de plus en plus souvent pour des problèmes très ponctuels qu'on descend dans la rue, et peu quand même pour des problèmes à plus long terme, sur des enjeux de société qui sont plus importants. On dit la grève c'est porteur de progrès. Est-ce que c'est votre avis ? Bon, d'abord, je tiens à vous dire que nous tenons à la grève comme moyen d'action du syndicat, comme à la prunelle de nos yeux. C'est d'ailleurs un droit constitutionnel, et c'est bien ainsi. Donc la question n'est pas le principe de la grève, mais l'usage de la grève. Et là encore, si on fait la comparaison avec d'autres pays européens qui ont recours à la grève, je pense aux Allemands par exemple, nous avons une pratique de la grève qui est à mettre en correspondance avec ce que je disais tout à l'heure sur la culture du conflit. C'est-à-dire qu'on peut être amené à user de la grève pour se faire entendre, pour manifester une opposition, manifester un désaccord, faire connaître une revendication. Et on la néglige, je crois, en tout cas c'est mon avis, comme comme moyen d'action au moment où il faudrait pouvoir y avoir recours pour forcer un peu le destin dans la partie d'en face quand c'est un peu dur à obtenir ce qu'il est légitime d'obtenir. Et les Allemands, de ce point de vue-là, ont un système qui est très, vous savez, c'est l'arme nucléaire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des règles d'organisation et d'usage de la grève, mais le jour où ils y ont recours, eh ben, ils y ont recours pour de vrai, hein. Et du coup, les négociateurs, quand ils commencent à menacer de l'usage de la grève, la partie patronale se dit « Ouh là là, attention, c'est sérieux, c'est pas seulement 2 ou 3% qui vont faire grève, ou bien même 20 ou 25%. » Donc, là, à ce moment-là, la grève est un moyen d'action, je dirais, qui est intégré dans un élément, dans un ensemble de moyens qui favorisent le rapport de force dans la négociation, et à ce moment-là, ça prend un sens tout à fait différent. Est-ce que vous pensez que les médias ont des reproches à recevoir, compte tenu du fait que c'est vrai que quand il y a des fois 30 ou 40 manifestants dans la rue, on vient filmer, on fait des interviews dans la manifestation, alors que lorsqu'il y a un accord qui se passe dans une entreprise, peut-être plus discret, on le met moins en avant? Oh que oui. Oh que oui. Alors, bien sûr, je comprends les propres règles et contraintes des médias, en particulier audiovisuels. C'est tellement mieux d'avoir à filmer quelque chose qui, sur l'image, est fort et un accord avec la caméra. Ah oui, un accord avec la caméra, c'est pas aussi facile à filmer que 15 personnes qu'occupe une acédique, c'est évident. Mais je crois que les médias aujourd'hui, après tout, peut-on leur reprocher, sont eux aussi dans la culture sociale française et sont eux aussi portés à penser que l'action syndicale, c'est le conflit. Alors, quand je dis ça, l'action syndicale, c'est aussi le conflit. Les manifestations, le recours à la grève, le cas échéant, on va faire une manifestation à Nice le 6 décembre, à la veille de la conférence intergouvernementale sous présidence française, c'est utile. C'est le moyen d'exprimer, de donner de la visibilité au mouvement syndical européen sur ce que sont ses intérêts et ses revendications dans le cadre de l'Europe en construction. Mais de là à réduire l'action syndicale à ce type de situation de manifestation ou de conflit classique, il y a toute une déperdition de l'action syndicale qui s'ensuit, et je pense que c'est aussi dommageable pour l'idée que les salariés eux-mêmes se font de l'action syndicale. Vous interrogez, on a fait j'ai eu à faire ça devant une assemblée de jeunes, l'image qu'ils avaient du syndicat, c'était la manifestation et la grève.
Syndicat sert à quoi d'autre? Aucune réponse. Alors que l'utilité du syndicat, on peut peut-être discuter longtemps sur le fait qu'on soit encore plus efficace et qu'il y ait beaucoup de choses à faire dans notre propre réforme. Mais en tout cas, il n'est pas niable, enfin c'est évident qu'aujourd'hui l'action syndicale a bien sûr une utilité et une efficacité. C'est un des éléments qui peut expliquer qu'en France, parmi tous les autres pays d'Europe, ce sont les plus faibles syndicats en Europe, en termes d'adhérents, je veux dire. C'est un des éléments d'explication? Il y en a plusieurs des éléments d'explication, mais il y a surtout le fait que le mouvement syndical français s'est construit beaucoup dans le sillage des clivages politiques. Et il y a effectivement le fait que, de par cette réalité, nous avons moins construit notre relation dans la confrontation et la contractualisation que les autres pays européens, qui d'entrée de jeu se sont organisés dans des conditions qui les faisaient acteurs reconnus et partie prenante à la négociation. Alors rapidement, 4-5 questions, notamment des questions sur vos rapports avec le MEDEF et puis sur la vision qu'a l'opinion publique de vous-même et puis essayer de vous connaître un peu mieux également. Sur vos rapports avec le MEDEF, j'ai lu récemment une déclaration de Raymond Soubi, qui est un ancien conseiller social de Raymond Barre, un économiste reconnu, qui dit « La principale faiblesse de Nota est, je cite, d'apparaître comme la complice objective du MEDEF ». Et je rajouterais que la CFDT a, c'est vrai, l'image un peu du syndicat patronal. Oui, ben ça c'est d'autant plus facile que pas mal de gens se sont employés à tirer l'image de ce côté-là. Donc c'est vrai que dans la situation française, je me rappelle, on disait ça de Bergeron jadis, à la CFDT d'ailleurs, pas mal. Donc c'est vrai, un syndicat qui finalement assume jusqu'au bout sa fonction dans la vie contractuelle, dès lors qu'on signe un accord, je vais caricaturer ma réponse, mais à peine. L'accord UNEDIC, on aurait été 5 à le signer, ça aurait été le meilleur accord du monde, même s'il était 2 fois moins bon que celui qu'on a eu. Mais si c'est un accord qui est signé que par 2 syndicats, ce qui était le cas au départ, il devient suspect. Et ça, je pense qu'il faut qu'on l'entende nous aussi, c'est inévitable. C'est inévitable parce que ça veut dire que dans le propre camp syndical, il y a des divergences, il y a des désaccords, et à partir de ce moment-là, tout le monde peut légitimement s'interroger sur, alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ils ont signé alors que les autres n'ont pas signé. Donc, cette réalité-là, c'est là que je dis que le clivage syndical français a des répercussions fortes sur l'image, par exemple, de ceux qui signent, mais plus globalement sur l'image du syndicalisme dans son ensemble. Donc, je veux dire par là qu'il est hautement souhaitable que nous parvenions dans des accords à être le plus nombreux possible. Ça, c'est l'objectif. Mais lorsque vous vous trouvez dans une situation où, appréciant le résultat d'une négociation, vous vous dites qu'il faut l'empocher, qu'il est bon, et que si vous ne signez pas, les avancées qui sont dedans ne se feront pas, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous dire de manière un peu en désarmant, en désertant le terrain de vos responsabilités, oh là là, bon, demain, ce sera plus confortable de ne pas m'engager, je ne vais pas avoir à assumer toute cette controverse et cette adversité, puis tant pis pour les chômeurs. Eh bien non, ce n'est pas le choix qu'on a fait à la CFDT. Tant pis pour nous, on doit assumer une situation inconfortable à un moment donné, mais puisque c'est bon pour les chômeurs, prenons ce risque ou cette chance. Parce qu'en entendant, je ne sais pas combien de fois, ou en lisant qu'on prend des risques à agir comme ça, je vous avoue que je me demande si c'est un risque ou si ce n'est pas au contraire les conditions pour que l'image du syndicalisme finisse par évoluer dans ce pays. Enfin, les patrons, ils vous adorent quand même. Enfin, la CFDT aussi. Je caricature un petit peu. Je retranscris quand même des conversations que j'ai entendues souvent entre chefs d'entreprise. C'est vrai que je suis le chouchou des patrons, j'ai lu ça. Peut-être. Un chef d'entreprise qui demande à l'autre quel est le syndicat majoritaire dans l'entreprise. Il répond la CGT et il demande à l'autre et toi. Et l'autre lui dit la CFDT. Oh, t'as beaucoup de chance. C'est quand même très révélateur. C'est la CFDT, oui, c'est pas Nicole Notat. Non, mais bien sûr, mais vous incarnez la CFDT, ça joue énormément sans doute de votre personnalité. C'est déjà mieux. Mais la CFDT, quand je disais syndicat patronal, c'est quand même pour ça. Non, mais je pense qu'une entreprise qui a la CFDT dans son entreprise a beaucoup de chance. Hein. Je pense que les salariés aussi ont beaucoup de chance.
Est-ce que pour vous, le tournant, pour vous et puis la CFDT, ça a été la prise de position en 95 sur le plan Juppé, où on s'est dit dans l'opinion, bah, tiens, pour une fois, un syndicat ne dit pas non à tout? Oui, ça vient d'un peu plus loin, parce que en 95, ça a été un passage à l'acte qui a pris une visibilité tellement forte que du coup, ça s'est imprimé dans les esprits. Mais il faut quand même bien mesurer que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est quand même le résultat d'une volonté de notre organisation depuis très longtemps. Et en particulier, pour ce qui est de replacer la négociation au cœur de l'action syndicale, ça date de 79, 20 ans. Pour ça qu'il faut être patient avec la CGT. Mais ce qui s'est passé, si vous voulez, en 95, et ça je crois que c'est bon pour le syndicalisme, c'est de se trouver dans des situations où nous pouvons faire la preuve, je dirais, de notre discours, et où nous pouvons faire passer en pratique ce qui relève ou a relevé pendant très longtemps simplement de déclarations d'intention, de déclarations de résolution. Alors je pense que dans les entreprises, là où la CFDT, et maintenant c'est une réalité depuis longtemps, a fait et a intégré cette pratique de la négociation dans une conception qui, je crois savoir quand même, quand on parle de ça au patron, il n'y a pas beaucoup de complaisance chez les négociateurs CFDT. Ils sont très exigeants, ils sont capables d'entendre et de comprendre les réalités de leur entreprise, mais ils sont pas du tout disposés au démarrage à baisser la garde au motif que ça pourrait faire plaisir à l'interlocuteur d'en face. Simplement, le jeu de la négociation, oui, dès lors qu'on veut avancer et construire, eh bien, il faut aboutir au résultat. Donc, je pense que l'idée que le syndicalisme, et si c'est ça qu'on imprime à la CFDT, et si c'est l'image qui nous est donnée, personnellement, j'ai tendance à dire, je ne m'en plains pas. L'idée que oui, le syndicalisme est fait pour être utile aux salariés et pas forcément pour être un empêcheur de tourner en rond dans les entreprises, eh bien oui, parce que je pense que c'est à ces conditions-là qu'on jouera pleinement notre rôle dans l'entreprise. Et votre vision par les partis politiques, il y a un portrait remarquable de vous qui a été réalisé dans l'Express fin août, et il y avait ces 4 lignes. À droite, les politiques sont comme des petits garçons devant cette femme admirable. À gauche, ils sont comme des mauvais garçons en quête d'une sale idée pour lui couper les ailes. On sait que vous êtes de sensibilité plutôt de gauche. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est votre perception d'abord des choses, honnêtement? Non, je vais vous répondre. Oui. À gauche, on dérange. À l'évidence, oui. À droite, on est choyé. Jusqu'à ce qu'on n'ait pas de conflit à scoltiner. Le jour où il y aura un gouvernement de droite qui décidera d'une réforme qui ne nous va pas, je ne suis pas sûre que les rapports seraient aussi faciles. Non, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui qu'en 1995, nous avons fait la démonstration que nous étions capables de soutenir une réforme, non pas parce qu'elle était celle de Juppé et d'un gouvernement de droite, mais parce que c'était une réforme qui allait dans le sens des propositions que nous faisions. Alors bien sûr, dans ce pays, comme c'est, on ne positionne les gens que par rapport au clivage et aux critères politiques. Donc puisque nous soutenions la réforme Juppé, ça allait de soi que Nota soutenait Juppé. Des placards. Bon. Quand la réduction de la durée du travail arrive, on a d'abord soutenu la réduction de la durée du travail avec la loi de Robien. Ensuite, arrive Aubry, c'est la réduction de la durée du travail. C'est ce que l'on porte depuis toujours. Eh bien, on va continuer à porter la loi sur la réduction de la durée du travail. Et là, nous portons, avec le gouvernement de gauche, la loi sur la réduction de la durée du travail. Alors vous allez me dire, là, c'est plus dans l'ordre des choses et dans le naturel des choses. Oui, jusqu'à ce que, visiblement, ça soit plus aussi naturel que ça, puisque sur l'UNEDIC ou sur d'autres questions, preuve est faite que non, ça change tout simplement en fonction de ce que l'on veut, de ce que l'on est. C'est à partir de nos propres analyses et appréciations qu'on se positionne à un moment donné. Avec le MEDEF, c'est pareil. Moi, je ne dis pas que dans une négociation qui va venir demain, on ne va pas être en plein conflit avec le MEDEF. Il y a même peut-être de fortes chances que ça arrive. Mais par pitié, que l'on cesse de vouloir nous accoler automatiquement à
une famille politique, à non, les patrons sont les patrons qui jouent leur rôle, les politiques sont les politiques qui jouent leur rôle, et qu'on comprenne qu'on a besoin de jouer notre rôle sur le terrain de la société civile dans le domaine social. Une dernière question, j'en ai d'autres, mais la salle voudra sans doute en poser également beaucoup. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir du pouvoir? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir beaucoup? Quelles sont ses limites? Et de quel type de pouvoir est-ce que vous disposez aujourd'hui? Vous savez, je crois que le vrai pouvoir, c'est c'est le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir d'orienter les choses, de changer les choses. De ce point de vue-là, le vrai pouvoir se mesure au résultat de l'action qu'on conduit. C'est vrai, je crois, dans une entreprise, c'est vrai au niveau national. Donc, lorsque nous voyons des revendications, des grandes orientations que nous avons portées aboutir, oui, nous avons l'impression, en tout cas, d'avoir été utiles, d'avoir agi efficacement, et à ce moment-là, ça peut s'appeler aussi le sentiment d'avoir effectivement eu le pouvoir de faire avancer les choses dans ce sens-là. Vous pensez avoir plus de pouvoir en tant que syndicat que de pouvoir si vous étiez politique? Je ne sais pas, j'ai jamais été en situation de responsabilité politique et je n'ai pas l'intention de le devenir ou d'y aller. Donc, je ne saurais jamais répondre à cette question, en tout cas en termes de comparaison à partir de pratiques. Mais d'effet sur la société. Ce que je crois sur la société, c'est qu'en France, vraiment, la France est un pays qui a vécu, je crois aujourd'hui que c'est une illusion, uniquement sur l'idée que seule la politique change tout. C'est parce que je crois beaucoup à la noblesse de l'action politique que je pense qu'il faut replacer l'action politique à sa juste valeur et à sa juste place. Mais considérer qu'à partir de là, c'est la seule action politique qui fait changer les choses, mais c'est une conception très soviétique de la transformation sociale. Écoutez, la stratégie de changement, c'est quand même, là aussi, c'est un fondamental de la CFDT, ça. La manière dont les gens s'impliquent, sont capables de se prendre en charge, s'émancipent, sont capables de prendre des positions, pas seulement par compassion, pas sur la base seulement de l'émotion, tout ça compte, mais aussi à partir d'un jugement, à partir d'éléments qui leur ont permis d'être éclairés, de se faire leur propre idée, leur propre jugement, de s'impliquer. Mais ça, c'est vraiment le fin du fin de la démocratie, me semble-t-il. Eh bien, cela, ce n'est pas seulement la vie politique qui peut le faire, la vie politique aussi. Moi, vous savez, on ne se réjouit pas à la CFDT quand on voit des partis politiques qui, finalement, sont de plus en plus vides d'adhérents et qui se réduisent à des élus. C'est pour ça qu'on se bat comme des diables de notre côté pour que la CFDT, ce ne soit pas qu'une organisation d'élus de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, mais que ce soit aussi des adhérents qui lui fournissent sa force, son indépendance financière et sa capacité d'agir. Donc tout ça, ça me semble être vraiment du b.a.-ba de ce qui fonde la démocratie, en tout cas un vrai approfondissement de la démocratie. C'est pour ça que je considère que tout ce qui ramène l'essentiel des choses aux politiques est arrogant d'abord, mais c'est surtout une illusion. Merci beaucoup. Maintenant, séance de questions-réponses. Pour gagner du temps, vous levez la main. Il y a des hôtesses qui se promènent et qui vont vous tendre le micro. Les micros. Une main se lève ici, 6e rang. Est-ce qu'on allume la salle? Je ne sais pas. Si ça ne vous dérange pas de vous lever pour qu'on vous voit mieux, monsieur. Et pour gagner du temps, d'autres mains peuvent se lever en même temps. Oui, bonsoir Madame Nota. Je suis là, voilà. Jean-Marc Hernandez, président du MEDEF Sarthe. Bienvenue. On va négocier. J'ose plus rien vous dire puisqu'on a dit que vous étiez très bien avec le patronat. Je tenais simplement à vous féliciter, comme je l'ai fait avec la CFTC et la CGC, pour le courage d'avoir mené les négociations de l'UNEDIC. Mais je vous rassure, à l'intérieur des entrepreneurs, à l'intérieur du MEDEF, on disait tous que Célière, de toute manière, il avait cédé à Nota. Donc vous voyez, on est match nul, la balle au centre. Le pire, c'est que je crois que c'est vrai.
Dites-le pas trop parce qu'il y a des chefs d'entreprise dans la salle. La question que je voulais vous poser, Madame Notat, c'est que, bon, les 35 heures sont là, elles se mettent petit à petit en place, et au MEDEF actuellement, nous avons demandé un moratoire. J'ai lu que, bien entendu, vous étiez contre, mais actuellement, le gros problème des entreprises, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Nous vivons dans un département, la Sarthe, où nous avons eu la chance dernièrement d'être félicités par l'INSEE, puisque nous avions la meilleure progression sur la baisse du taux de chômage, puisque nous sommes à 7,6, et même dans une région comme Sablé, nous devons être aux alentours de 3,8 en chômeurs. C'est encore de trop, mais c'est très beau. Est-ce que vous pensez que cette pénurie de main-d'œuvre ne pose pas actuellement un gros problème sur la mise en place des 35 heures et qu'il faudrait obtenir plus de souplesse pour pouvoir faire que ces 35 heures se passent en douceur? Ah, c'est 35 heures et le patronat. Vous n'allez pas prendre mal ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que sur ces 35 heures-là, je pense que les gens que je rencontre, les interlocuteurs patronaux que j'ai, je ne doute pas que ce soit sans doute de très bons entrepreneurs, que ce soit parfois de bons managers. Mais alors je me dis que dans les questions sociales, c'est vraiment pas toujours de bons stratèges. C'est évident que le monde patronal s'est mis droit debout contre la réduction de la durée du travail et la loi sur les 35 heures. Très bien. Comme à d'autres moments, nous, on s'est mis en travers il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais enfin, on pourrait en trouver, les choses n'allaient pas dans le sens où on avait envie que ça aille. Mais, à un moment donné, la question qui se pose est que si vraiment les 35 heures étaient à ce point l'horreur qui était décrite au moment où on était dans la phase de décision et de traduction, alors il me semble qu'il fallait réfléchir à la meilleure manière que ce soit le moins mal possible s'il y a des gens qui pensaient que c'était mauvais. Mais que excusez-moi, le monde patronal en 97 a eu une attitude vis-à-vis des 35 heures qui est la pratique CGT classique dans les entreprises. Non, ils ont dit. Je veux rien savoir. Faites ce que vous voulez, mais moi je dis non. Eh bien, il vous arrive aujourd'hui ce qui arrive quand on refuse d'agir de manière un peu constructive. Et aujourd'hui, cette question est maintenant tellement symbolique que c'est plus possible de bouger. Je dirais, d'une manière qui pourrait ramener les partis dans une démarche sans doute plus participative. Et là, je fais référence au moratoire. La demande du moratoire aujourd'hui, elle est aussi inadaptée, si véritablement il y a des choses à faire évoluer, que ne l'était à l'époque le refus, le niet catégorique à l'idée même d'avancer vers les 35 heures en 97. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, là aussi, il faut mettre les choses à leur place. On nous dit on ne peut pas mettre les 35 heures en application parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Mais donc, ce n'est pas les 35 heures qui sont responsables de la pénurie de main-d'œuvre, puisque c'est précisément dans les entreprises où ce n'est pas encore appliqué. Y a-t-il ou pas de la pénurie de main-d'œuvre? Il y a dans certains secteurs, oui, des entreprises qui font des offres d'emploi et qui ne trouvent pas les salariés correspondant aux offres d'emploi. Ça, je crois que c'est une réalité, en tout cas, dans un certain nombre de secteurs. Pas d'une manière générale, je crois. Pas d'une manière générale. Alors, on peut dire, dans ce contexte-là, l'application des 35 heures est encore un élément aggravant, une difficulté de plus. Ça, je l'entends. Parce que, oui. Mais alors, à ce moment-là, regardons secteur par secteur, là où il y a à la fois des problèmes de recrutement. Pourquoi y a-t-il des problèmes de recrutement? Est-ce que c'est des problèmes d'adéquation entre l'offre d'emploi et le profil et la qualification des salariés? Et si c'est ça, mais quand donc
allons-nous, profession par profession, faire des vrais plans de embauche, formation, réduire ce décalage entre l'offre et la demande en matière de formation, si c'est de formation qu'il s'agit. Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être plus grave, qui est qu'aujourd'hui, les offres d'emploi étant plus nombreuses et plus abondantes, les salariés sont moins enclins d'aller dans des secteurs qui leur apparaissent pas toujours très gratifiants sur le plan social, soit parce que les rémunérations n'y sont pas très élevées, soit parce que les conditions de travail y sont plus difficiles que dans d'autres secteurs. Il y a de ça aussi. Et je trouve que ces questions sont des vraies questions de fond. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus intérêt à faire du moins-disant social. Que l'enjeu des conditions sociales à l'intérieur d'une entreprise devient, me semble-t-il, un élément de la performance de l'entreprise en elle-même. Alors il ne s'agit pas, quand on dit ça, de mettre des objectifs démesurés. On part des réalités telles qu'elles sont. Mais il me semble qu'il est temps de se mettre autour de la table au niveau approprié. Ça, ce n'est pas entreprise par entreprise qu'on va résoudre ces problèmes-là. Ça va sans doute être, mettons-nous, je prends le bâtiment, si c'est le bâtiment, eh ben, le bâtiment, patronat et syndicats, mettons-nous autour d'une table et regardons les problèmes concrets. Et si à ce moment-là, identification faite des problèmes, on sait apporter des réponses adaptées, peut-être pas dans l'immédiateté, mais sur un certain temps, alors la question des 35 heures sera, me semble-t-il, intégrée assez facilement. Je ne vois pas, dans l'état actuel des choses, le gouvernement modifier la loi. Je ne le vois pas faire ça. Alors vous allez me dire, il peut y avoir des ajustements et des souplesses, même sans modifier la loi, c'est vrai. Mais là encore, je pense qu'on ne peut pas demander une mesure générale de modification de la loi quand on conteste le principe que la mesure générale est aujourd'hui inadaptée à des réalités qui sont diverses. Donc, ma réponse, vous l'aurez compris, n'est pas « non, il n'y a pas de problème ». Oui, il y en a. Il n'y a pas que la question des 35 heures. Ne réduisons pas les problèmes auxquels vous faites allusion à la question des 35 heures et traitons-les peut-être dans leur globalité. Monsieur. Deuxième rang, ici. Oui, je voudrais intervenir aussi à propos des 35 heures. Je suis responsable d'une association gestionnaire d'établissements du secteur médico-social. Donc les 35 heures se sont résumées finalement en une baisse de 10% du temps de travail, qui va être compensée à hauteur de 6% à peu près par des aides publiques. Comme il n'a évidemment pas été question que les salariés acceptent une baisse de 4% de leur salaire, il y a une baisse de 4% des prises en charge, que ce soit en nombre de jours ou en nombre d'heures. Donc, ce sont finalement les handicapés qui font les frais de cette réforme, puisqu'il y a moins de prises en charge de différents types. Conclusion, pour moi, les 35 heures dans ce secteur, ce sont les plus défavorisés qui financent une avancée sociale au profit de moins défavorisés. Merci. Ça, c'est un peu un raccourci pour les besoins de la démonstration, hein, quand même. Non, je sais bien que dans des établissements à gestion association comme vous le faites, comme vous en faites état, il y a des problèmes et des réalités, mais bon, comme il y a des réalités dans d'autres endroits, et qu'on peut là moins jouer sur, entre guillemets, ce qu'on appelle les gains de productivité qui peuvent exister par ailleurs dans des entreprises privées classiques. Ce sont, je crois, des réalités. En même temps, je crois aussi savoir que vous avez dit la baisse du temps de travail, vous avez dit les aides publiques, vous auriez dû, parce que je pense que ça s'est passé comme ça dans beaucoup d'endroits, ajouter aussi la modération salariale, parce qu'elle a quand même eu lieu pendant un certain temps, là où il y avait accord de réduction de la durée du travail, ce qui fait que bon, le manque ou le différentiel de financement
est réel. Bon, je n'ai pas les exemples concrets pour pouvoir juger de la manière dont vous concluez sur ce sujet-là, mais tout en considérant qu'il y a bien évidemment que ces réalités sont celles que vous décrivez, bon, je ne suis pas sûre que on puisse aller à la conclusion de manière aussi abrupte. Il y avait une autre question de monsieur ici, si on pouvait apporter le micro, merci. Juste ici. Devant, au deuxième rang. Deuxième rang. Et pour gagner du temps, levez les mains. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Très bien. Daniel Crinière, conseiller municipal du Mans. Madame, vous avez évoqué tout à l'heure les risques d'émiettement du mouvement syndical. Sans faire un peu d'histoire, je voudrais rappeler que des syndicalistes courageux et responsables, il y a plus d'un demi-siècle, ont quitté la CGT en lui reprochant d'être la courroie de transmission du Parti communiste. Aujourd'hui, certains syndicalistes, responsables également, vous reprochent d'être la courroie de transmission du MEDEF, ce que je ne pense pas. N'empêche que des syndicalistes courageux et responsables ont porté sur les fonds baptismaux un syndicat qui s'appelle Sud aujourd'hui et qui fait son trou dans le milieu syndical et qui, à mon avis, ne fait pas de publicité à la CFDT. Qu'en pensez-vous? Écoutez, d'abord, je vous donne acte que la vie syndicale s'est faite autour, c'est vrai, du sauvetage à un moment donné du syndicalisme hors de l'idéologie communiste. Il faut donner acte à Force ouvrière de ça en 1947, et que c'était faire une œuvre utile que d'avancer dans cette direction. Je ne vous réponds pas sur la courroie de transmission du MEDEF, c'est de la politique facile. Je crois que je me suis suffisamment exprimée là-dessus, et puis preuve à l'appui, expérience faite, tout le monde peut être à même de juger. Sud, mais je crois que Sud, c'est la bonne illustration de ce que je décrivais de la part de gens qui continuent à penser que la négociation, c'est de la compromission. C'est encore présent dans la culture française, dans la culture syndicale, et il y a des organisations qui illustrent ça avec, je ne sais pas si c'est talent, mais en tout cas avec une telle densité que je crois que c'est la réalité de Sud. Alors, Sud aujourd'hui a une réalité dans un certain nombre d'entreprises. Il ne faut pas non plus considérer aujourd'hui que Sud a connu les développements qu'on veut bien parfois décrire, mais c'est une réalité dans un certain nombre d'entreprises. Ce n'est peut-être pas un hasard s'il se développe d'ailleurs dans des entreprises publiques, où justement l'élément de négociation est quelque chose de nouveau dans ces entreprises, et où les questions qui sont à traiter dans la négociation sont radicalement nouvelles par rapport à une réalité syndicale et sociale qu'ont connue ces entreprises précédemment. Donc voilà, je considère que c'est une réalité, c'est presque un symptôme, mais je pense que je ne crois pas pour ma part que si les syndicalistes qui croient à l'option contractuelle assument leurs responsabilités, ce type de sensibilité et beaucoup d'avenir. Une autre question au troisième rang. Rolande Baucher, je suis principal adjoint de collège. Donc en ce moment, vous menez des négociations avec le gouvernement sur l'augmentation des traitements des fonctionnaires. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'augmentation de 0,5% qui a été proposée par le ministre de la fonction publique. Écoutez, vous avez tous entendu, tout le monde est sorti de la négociation, tous les syndicats sont sortis de la négociation hier, c'est donc pour le moment il y a au moins une belle unanimité de vues sur l'appréciation concernant la négociation salariale dans les fonctions publiques. Mais là encore, je crois qu'on est au cœur avec cette négociation des spécificités du dialogue social dans les fonctions publiques. Enfin, quand on entre dans une négociation dans le privé,
on y entre avec des revendications, bien évidemment, qui sont les revendications que porte tel ou tel syndicat, ensemble ou pas ensemble, ça c'est autre chose, mais en tout cas elles existent. Ce qui est quand même tout à fait étonnant dans la situation actuelle, c'est que la négociation s'ouvre alors même que l'employeur, parce que l'employeur c'est l'État, a déjà fixé dans le budget le volume correspondant à l'augmentation. Écoutez, c'est pas la peine, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Au moins qu'on négocie avant. Je ne pense pas que l'État gagne d'ailleurs à ça. Ils disent, voilà, c'est 0,5, et puis dans 2 mois, ils vont dire, bon, allez, c'est pas de 0,5, puis il faudra faire un rectificatif à ce qui a été prévu. Je pense que personne ne sort grandi de ça. Faisons une négociation salariale dans les fonctions publiques selon les règles de la négociation, c'est-à-dire où le résultat, il est le résultat de la confrontation, il est le résultat d'un compromis. Alors pourquoi les 0,5 ? C'est difficile d'avaler ça comme ça. Il y a eu un accord salarial dans les fonctions publiques sur 98-99. Cet accord salarial, il était fondé sur le maintien du pouvoir d'achat au minimum et fondé sur un niveau de prévision de l'inflation qui s'est trouvé qu'au résultat, l'inflation a permis, enfin les prévisions de l'accord ont apporté un gain de pouvoir d'achat, alors qu'initialement l'accord il avait été fait sur une prévision de maintien du pouvoir d'achat. Mais l'accord en question, il n'a pas dit si le taux d'inflation n'est pas celui qu'on a constaté, on remettra ça dans la négociation la fois d'après. Vous imaginez des salariés et des syndicats qui disent « Bon, d'accord, du coup, on a eu plus que ce qui avait été prévu à l'origine, alors on vous le redonne. » Enfin, quand même, quoi. Alors qu'aujourd'hui, la question de la répartition de la richesse est une question qui est très présente. Au nom de quoi les fonctionnaires devraient se satisfaire, eux, du seul maintien du pouvoir d'achat? Au nom de quoi? Peut-être, j'en sais rien, moi. Mais qu'on nous donne des arguments qui ne sont pas « Ah ben, vous avez touché plus la dernière fois, maintenant vous allez nous le rendre ». Non, ça, c'est quand même pas très correct dans une entreprise. Je ne sais pas si ça commençait comme ça dans une négociation. Ça n'irait pas loin non plus. Donc il faut revenir sur des nouvelles bases et faire de la négociation salariale réelle. Autre question qui sera peut-être la dernière. Tout au fond. Tout au fond, là-bas. Bonsoir Madame, dans un tout autre domaine, en tant que femme, Edith Demazo, bon retraité, citoyen de base, en tant que femme, avez-vous eu plus de difficultés à vous imposer dans ce milieu qui est quand même assez masculin? Est-ce que ça a été un atout ou au contraire un frein? Je vais être honnête. Il se trouve que je suis arrivée à la Confédération parce que la Confédération voulait poser des actes en matière de mixité de ses instances au niveau national. Et je dois vous dire qu'à ce moment-là, j'ai été assez chouchoutée. C'est-à-dire que les hommes de l'époque voulaient montrer qu'ils allaient réussir la mixité de la CFDT. Edmond Maire en particulier. Edmond Maire en particulier, mais les autres autour de lui. Et je suis arrivée dans une équipe où j'étais la seule femme. Et à ce moment-là, non, là, je serais vraiment malhonnête de dire que j'ai souffert. Mais un jour, Edmond Maire d'ailleurs, a eu une idée tout à fait intelligente qui consistait à dire « Mais quand je pars, pourquoi pas une femme ?» Suivez mon regard, il y en avait une dans l'équipe. Alors évidemment, naturellement, tout le monde se dit « Ça y est, il a l'intention que ce soit elle. » Et à partir du moment où il a dit ça, s'il l'a dit, c'est qu'elle en a l'intention. D'ailleurs, quelqu'un peut-il refuser une place comme ça? Et à partir de ce moment-là, j'ai dû vivre avec j'étais suspectée d'ambition,
D'ailleurs, j'en aurais eu que ce n'aurait pas non plus été un péché. En l'occurrence, j'en étais pas là. Je craignais plutôt, j'avais plutôt peur de cette réalité. Mais ce n'était pas la peine que je m'explique là-dessus. Je suis à ce moment-là devenu quelqu'un qui avait de l'ambition, qui était donc placé dans un imbroglio et dans un univers de pouvoir qui a radicalement changé ma vie. Ça, c'est vrai. Syndical. Et après, nous avons vécu une série de discussions au moment de la succession d'Edmond Maire, où les débats étaient fort légitime. Je veux dire, quand un secrétaire général, on choisit un secrétaire général, c'est un vrai débat dans une organisation syndicale comme ailleurs. Il est donc légitime que les uns et les autres considèrent que plutôt celui-là ou plutôt celle-là. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis aperçue que si ça avait été un débat, et ça a duré encore longtemps après, entre deux hommes qui auraient pu prétendre à une fonction comme ça n'aurait pas été la même chose que le fait que ce soit une femme concernée par cette situation-là. C'est pour ça que je dis qu'être femme en responsabilité, c'est à la fois savoir, parce qu'il faut le savoir, parce qu'il faut s'y préparer. C'est à la fois être sûr qu'il y a des moments où on va vivre les choses de manière radicalement différente de ce qui se passerait si c'était un homme. Mais je dis en même temps avec honnêteté que ça, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut provoquer des réactions de rejet ou d'opposition sans doute plus fortes dans certains cas de figure que si c'était un homme, mais c'est la même chose du côté de l'admiration et de l'insympathie qui se dégagent. Je pense que quand on est femme, et si on attire de la sympathie, elle s'exprime aussi avec un peu plus, j'allais dire parfois d'excès, que ça pourrait aussi se passer si c'était un homme. Donc voilà, il faut faire avec ça, ça joue dans les deux sens, selon les moments. Il y a quand même des sens qui sont plus agréables que d'autres ou moins désagréables, mais en tout cas, c'est une réalité avec laquelle je crois que les femmes en responsabilité doivent encore faire pour quelque temps. Je dis pour quelque temps parce que je pense que ça finira bien un jour par s'estomper. Est-ce que lorsque vous êtes en réunion, par exemple, avec M. Célien, est-ce que l'aspect séduction, c'est une question un peu légère, pardonnez-moi, mais joue dans la négociation? Inconsciemment, hein, peut-être. Hein, Alors, heureusement, on ne négocie pas en direct, Seyer et moi, oui. donc comme ça, nous avons les équipes de négociateurs qui font leur travail. Oui, mais là-dessus, vous savez, la séduction, alors je sais bien, c'est heureusement dans l'ordre des choses que quand on pense séduction féminin et homme-femme. Mais vous savez, moi je connais des hommes qui ont des sacrées doses de séduction, entre eux. Et que... Ça va, on s'est compris. Juste une dernière, ça sera vraiment la dernière. Le congrès national de la CFDT aura lieu en 2002, ce sera à Nantes d'ailleurs. Quel est l'avenir de Nicole Notat? On vous prête des attentions, je ne vais pas dire ministérielles, mais de prendre la tête de la Confédération européenne des syndicats, parce que l'avenir des syndicats est peut-être là. Est-ce que vous avez envie de tourner la page du syndicalisme? Enfin, quelles sont aujourd'hui vos intentions? Oh non, ces choses-là ne sont pour le moment pas dans ma tête. Ce qui est vrai, c'est que je crois savoir que certains amis européens pourraient avoir envie que j'accède à quelques responsabilités au niveau de la CES, mais ce n'est en tout cas pas dans ma tête à l'heure actuelle. Et si on vous propose un poste de ministre? Non, d'abord on ne me le proposera pas. Et puis non, je vous dis, pas parce que là encore je considère que ce n'est pas une fonction noble, mais parce que je crois vraiment que si j'ai envie d'être utile aujourd'hui, je pense qu'il faut encore longtemps être utile dans la société civile. Vous avez été élu en novembre, il y a 8 ans, ce n'était pas le 22, vous avez été élu secrétaire national, enfin responsable de la CFDT, c'était juste il y a 8 ans, jour pour jour? Presque. 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 Je n'ai pas fêté l'anniversaire. Pendant que Stéphane Courgeon donne les noms et les dates des autres invités, Monsieur Duloir va venir ici. Et merci d'avoir été présente ce soir. Merci beaucoup.
Juste quelques mots pour vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'auraient pas reçu cette plaquette, les noms des prochains invités de la voix au chapitre, qui seront féminins. Une fois de plus, on nous a peut-être un peu reproché justement de ne pas inviter suffisamment de femmes. Eh bien, cette année, c'est le cas. Amélie Nothomb sera donc le prochain invité, ce sera dans 15 jours, le 6 décembre. La fantasque auteure notamment de Stupeur et Tremblement, qui avait obtenu l'année dernière le Grand Prix du roman de l'Académie française et qui vient de publier chez Albin Michel La métaphysique des tubes. Le 22 janvier, ce sera Laurence de la Ferrière, une très grande aventurière qui a notamment conquis l'Everest, mais surtout traversé il y a un an jour pour jour d'ailleurs, le pôle Sud, une traversée de 3000 km. Et puis Jean-Pierre Aigneret sera là en février, la date n'est pas encore fixée. Jean-Pierre Aigneret est spationaute du Centre national des études spatiales, le CNES. Et vous vous en rappelez sans doute, en juillet 1993, il avait effectué un premier séjour sur la station spatiale Mir, un séjour qu'il a d'ailleurs réitéré pendant 6 mois en 1995. Il est aujourd'hui le chef des spationautes au CNES. Voilà pour la programmation. Monsieur le Président. Bien, merci. Bien, écoutez, en votre nom à tous, je voudrais remercier Nicole Notat pour ce qu'elle nous a dit ce soir. Je crois que ça enrichit beaucoup notre réflexion. Je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec une partie de votre analyse. On ne peut pas vous reprocher d'être un mouton noir du MEDEF dans la mesure où vous privilégiez la négociation et la contractualisation. Car mon sentiment, comment peut-on, dans le cadre d'une Europe qui avance, d'une Europe qui se construit, ou partout ailleurs on négocie, eh bien je considère qu'en France, on doit sortir des clivages qui remontent à l'après-guerre, où les choses étaient cadrées. Il y avait les patrons d'un côté, il y avait la lutte des classes, il y avait l'État qui avait un rôle envahissant. Et aujourd'hui, avec une Europe en marche, c'est l'entreprise, ce n'est pas le libéralisme à tout craint, mais c'est véritablement la négociation qui fera avancer les choses. Donc je crois que c'est sous cet angle-là qu'il ne faut pas avoir peur de mener ce combat que vous menez dans le cadre d'une véritable négociation dans l'intérêt de tout le monde. Et je crois que c'est très enrichissant d'avoir pu avoir ce débat ce soir. Et j'aurais envie, en vous remerciant encore d'être là pour nous permettre de nourrir notre réflexion, de vous poser une question qui me paraît une question de fond. Comment, grâce au syndicalisme, en France, réconcilier politique et société? Ah, c'est une bonne question. On va vous amener à revenir. Avant de répondre à cela, je vais réagir à votre première remarque. Ne croyez pas que je me sente mal ou que globalement à la CFDT on se sente mal au nom du fait qu'il y ait des gens qui pourraient se demander si véritablement on est bien indépendant, si on ne serait pas trop complaisant avec le MEDEF. Je m'endors tous les soirs et je n'éprouve pas le besoin d'aller me confesser le matin en imaginant que nous avons fauté à quelque niveau que ce soit avec le patronat, parce que je crois que là-dessus, mais c'est à eux de le dire, on n'est pas des gens complaisants dans la négociation et on ne lâche pas le morceau avant de considérer qu'il y a vraiment des obstacles à ne pas pouvoir aller au bout. Sur votre question finale, je crois que c'est le fond de la question. C'est le fond de la question. Si véritablement dans nos sociétés aujourd'hui, on découvre avec quand même... Enfin, on ne peut pas se satisfaire de cette réalité. De citoyens qui montrent une certaine distance par rapport à la politique en général, au sens global du terme. Si on entend tellement de gens ne plus savoir s'ils peuvent s'engager dans une institution, dans une organisation, si les gens sont à ce point tentés d'agir, parce que moi je crois que l'individualisme n'est pas aussi désespérant qu'on le dit, l'individualisme peut aussi conduire à ce que les gens aient envie de s'engager, mais de s'engager dans des projets plus précis, dans des projets plus à court terme, dans des projets où ils ont davantage le sentiment qu'ils maîtrisent l'action à laquelle ils ont envie de participer. Mais en tout cas, si c'est bien ça l'enjeu de nos sociétés qui sont confrontées à des envies contradictoires, à des demandes contradictoires, eh bien oui, il y a besoin de réconcilier ceux qui ont pour fonction d'administrer la vie publique aux différents niveaux où elle doit s'exercer, mais aussi ceux qui vont, à travers des groupes sociaux et à travers des corps intermédiaires revitalisés, pouvoir aussi prendre une part de cette animation de notre vie sociale ou sociétale, si on veut aller jusque-là. Et je pense qu'à ce moment-là, les relations qui s'organiseront entre les politiques, les puissances publiques en règle générale,
avec ces différents acteurs, je suis persuadée que c'est au total un plus pour la démocratie, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Et si on y contribue modestement, par le travail que nous faisons au niveau de la vie et de la politique contractuelle, eh bien, je pense qu'on aura aussi participé à une cause qui nous dépasse nous-mêmes. Très bien. Merci. Merci beaucoup.